Les derniers développements de la situation sociopolitique du pays avec en ligne de mire le nord du Mali, voilà le sujet que le président de la République a évoqué avec nos compatriotes vivant aux États-Unis. Le président Keïta a rassuré la communauté malienne des efforts en cours pour restaurer la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Le dossier culturel de cette édition nous parle aujourd'hui de l'art textile de l'artiste Abdoulaye Konaté, un savoir-faire qui a déjà fait le tour du monde, un dossier à retrouver en fin d'édition. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Sachez tout d'abord que le président de la République a regagné Bamako aujourd'hui en provenance de Washington. Voilà, nous voyons l'avion qui a atterri à l'aéroport international Bamako, c'est nous, aujourd'hui, où il avait participé aux États-Unis, donc au premier sommet États-Unis-Afrique. À sa descente d'avion, il a été accueilli par plusieurs membres du gouvernement, le corps diplomatique et plusieurs autres personnalités. Voilà le président de la République qui est arrivé aujourd'hui en provenance de Washington, où il a pris part aux côtés de ses pairs d'Afrique au premier sommet États-Unis-Afrique. Voilà, on vous l'annonçait hier, mais ce soir, en image, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a élevé lors de son séjour de Washington au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali, le consul honoraire du Mali à Atlanta. Le chef de l'État récompense ainsi Vincent Farley pour sa contribution au renforcement de la coopération bilatérale entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. Le récipiendaire a surtout œuvré au développement de l'agriculture malienne, envoyés spéciaux Bourama Traoré, Adama Kamara et Dembawan. Au nom de la République du Mali, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Mali. L'acte du président de la République est une reconnaissance des actions utiles de Vincent Farley, consul honoraire du Mali à Atlanta. L'homme qui vient d'être décoré par le chef de l'État a fortement contribué à la dynamisation de la coopération bilatérale entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. Son apport au développement et à la promotion de l'agriculture malienne a surtout été apprécié et salué par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Atlanta est l'une des plus grandes villes des États-Unis. C'est là que le siège de une télévision que le monde entier connaît, votre consoeur CNN. Et c'est là également qu'il y a le plus grand centre de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales, le CDC, Center for Disease Control. Et c'est également une ville qui a une habitude de coopération avec le Mali, dans les domaines scientifiques, dans le domaine de la coopération agricole notamment. Et il y a là des possibilités pour nous d'acquisition de livres pour nos bibliothèques, un nombre fabuleux, à charge pour nous de les ramener au Mali. Il y a également des lits d'hôpitaux qui nous sont offerts, presque à l'état neuf, des équipements médicaux, chirurgicaux. Bref, cet homme se dépense sans compter pour l'appui au Mali. Et je pense que la moindre chose est de lui être reconnaissant à travers cette décoration. Pour le récipiendaire, cette reconnaissance des autorités maliennes est un honneur mais aussi une grande responsabilité, d'où l'engagement de Vincent Farley à faire plus pour renforcer l'axe Bamako-Washington. L'État de Géorgie est un État agricole. Nous avons déjà un climat semi-tropical qui nous permet donc de cultiver et de produire des produits comme l'arachide et aussi nous sommes les premiers producteurs de volailles aux États-Unis. C'est pour vous dire que nous avons donc beaucoup de synergies que nous allons mettre ensemble entre le Mali et l'État de Géorgie afin de développer le secteur agricole et pourquoi pas aussi l'élevage, notamment de la volaille. Auparavant, le président de la République et le consul honoraire du Mali à Atlanta s'étaient entretenus. Une rencontre qui a permis aux deux personnalités de faire le point de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Mali, surtout dans le domaine de l'agriculture.
Je vous le disais tout à l'heure, sur place, le président de la République a rencontré les Maliens vivant aux États-Unis d'Amérique. Avec ses compatriotes, le chef de l'État a parlé des derniers développements de la situation sociopolitique du pays. Concernant particulièrement le nord du Mali, le président a rassuré la communauté malienne des efforts en cours pour restaurer la stabilité et la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son épouse Aminata Maïga en famille. Une rencontre avec la communauté malienne vivant aux États-Unis d'Amérique. Comme à l'accoutumée, l'acte 1 de cette rencontre intermalienne fut l'exécution de l'hymne national. Comme deuxième acte de la rencontre des familles, l'évolution de la situation politique, sécuritaire et économique du pays. Dans un style clair et précis, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est revenu sur les caractères laïques, indivisibles et uniques du Mali. Pas question d'indépendance, pas question d'autonomie. Pourquoi? Pas par dogmatisme, par conviction. Et je le dis à mes amis américains, à tous ceux que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré, et les leaders américains, la haute hiérarchie. J'ai dit, l'indépendance, il n'y a absolument aucune raison de céder à une telle prétention. Notre pays est un, uni et unifié depuis des temps immémoriaux. La carte la plus ancienne qui figure le monde, sur laquelle il y a le Mali, l'une des figurations géographiques les plus anciennes d'Afrique, est de 1375. C'est sur l'Atlas dit catalan de Abraham Cresques. 1375. Face à ses compatriotes, le chef de l'État a également fait le point des progrès réalisés dans les différents domaines. Normal sera Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui le bien-être des populations maliennes est un devoir à accomplir. Tout Malien m'est égal, pourvu qu'il soit compétent et loyal au Mali. Tout Malien. Mes seuls critères sont ceux-là. Vous savez, moi je dis toujours, je conclue toujours mes propos à la retenue des mains. À la retenue des mains. Et j'ai dit également, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Quand j'ai dit ça, j'avais fini. Le message du président Ibrahim Boubacar Keïta a été reçu 5 sur 5 par les Maliens vivant aux États-Unis d'Amérique. Pour nos compatriotes, les explications fournies par le chef de l'État sont sans ambiguïté. Plus que jamais, Monsieur le Président, la diaspora américaine du Mali vous réitère son soutien et engagement solennel dans votre mobilisation des capacités humaines et dans votre quête d'un Mali pacifié avec seul objectif l'émancipation du peuple malien, le développement social et économique de notre pays. La récente signature de la feuille de route pour les discussions inclusives a été véritablement appréciée par nos compatriotes vivant dans la juridiction. Nous sommes convaincus que sous votre leadership éclairé, Monsieur le Président, les négociations futures aboutiront à une paix durable et définitive. Cette rencontre met fin à la visite du président de la République à Washington. Une visite qui a été très utile au regard des résultats obtenus. Constat présidentiel. Bourama Traoré, après la visite, le bilan, le voyage du président de la République aux États-Unis d'Amérique a permis de renforcer davantage l'axe Bamako-Washington. Ibrahim Boubacar Keïta, en marge du premier sommet États-Unis-Afrique, a également eu plusieurs rencontres bilatérales autour de la situation de notre pays. Au micro de nos envoyés spéciaux, le chef de l'État tire le bilan de sa visite. Nous l'écoutons. Sommet premier mérite, il est le premier du genre. Une rencontre États-Unis-Afrique, un premier sommet qui a été une occasion d'échange dans tous les domaines. Les hommes d'affaires ont ouvert le bal. Vous avez eu le Business Forum sous l'égide de Michael Bloomberg et de la Fondation Bloomberg. Vous avez vu par la suite ce panel de promotion des femmes que j'ai animé avec le président de la Banque mondiale, avec Mme Nkosazana Dlamini Zuma, avec Samantha Power, qui est l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies et qui est conseiller spécial du président Obama. Ensuite, la plénière politique,
qui a été l'occasion d'échanges approfondis, sans aucun complexe et sans tabou, sur toutes les questions entre le président Obama et les chefs d'État africains. Je crois que chacun en a félicité le président américain, chacun s'en est félicité, s'en est réjoui, et a souhaité que cette expérience puisse se renouveler dans un temps pas trop lointain pour qu'on en fasse un premier bilan. Il y a eu beaucoup d'engagement dans le domaine économique, beaucoup de prise d'intérêt. Dans le domaine politique également, des engagements très forts ont été annoncés. Vous avez vu que le président Obama tient beaucoup à ce que l'Afrique puisse se défendre et que donc la force d'entente africaine, qui attend depuis longtemps, cette fois-ci a des moyens financiers conséquents. Il a promis 110 millions de dollars par an pour que cette force soit opérationnelle. Vous l'aurez vu également aussi, le projet Power Africa, qui est un projet énergétique pour que l'Afrique soit à l'unisson des pays contemporains de son siècle, enfin, au XXIe siècle, que nos villages, nos villes, nos villages et nos hameaux puissent être éclairés, que l'enfant africain puisse apprendre à la lumière appropriée. C'est donc un sommet qui était attendu, qui a été utile et dont nous répartirons, nous, Maliens en tout cas, entièrement satisfaits. Vous avez vu à l'intérieur du sommet, en marge du sommet, tous les multiples contacts que j'ai pris. Toute la route d'administration de président Obama est passée par là. Et je gage que ce sera une très bonne chose pour notre pays. J'ai eu également, à la faveur du sommet, des entretiens très poussés avec le président Jim Yong Kim de la Banque mondiale, avec lequel j'ai déjeuné, avec lequel j'ai co-présidé un panel. Le directeur général adjoint du FMI, en l'absence de Mme Lagarde, nous a fait le meilleur accueil. Je repars de Washington entièrement satisfait. Et je pense également que c'est une ère nouvelle qui s'ouvre dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Autre visite, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays, c'est celle du Premier ministre Moussa Mara Akai. Le chef du gouvernement s'est rendu sur le chantier de construction du dépôt de ravitaillement en kérosène de l'aéroport de Kai-Dagdag. Constat, les travaux accusent un grand retard dû en partie à la faiblesse du décaissement des fonds alloués au marché initié par l'ANAC. Il a également visité le service de l'Office national des postes. Envoyés spéciaux, Mamari Kone, Gaoussou Touré, Abouakar Traoré. La construction d'un dépôt pour l'avitaillement en kérosène à l'aéroport de Kai-Dagdag vise à rendre plus opérationnelle cette infrastructure. Une infrastructure qui joue un rôle de premier plan dans les désenclavements de la région de Kai. On ne peut pas engager de stratégie de développement industriel de la région de Kai, même de développement agricole, autour notamment de la question des agropoles, sans qu'il y ait une connexion avec l'extérieur. L'aéroport est l'outil privilégié de connexion avec l'extérieur. Ce qui a contraint la fréquentation de cet aéroport, c'est notamment le fait qu'il n'y ait pas de possibilité d'avitaillement des avions qui le fréquenteraient. Donc le chantier sur lequel nous sommes aujourd'hui est le chantier qui doit permettre, on espère d'ici un an, de doter l'aéroport de capacité d'avitaillement des aéronefs qui le fréquenteront. Ceci aura sans doute un impact sur le tourisme dans la région. Ceci aura un impact socio-économique évident, puisque tous les acteurs, aussi bien dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'agro-industrie, mais aussi dans le domaine des mines, pourront avoir la possibilité de la connexion à l'international à partir de l'aéroport. Le projet porte entre autres sur la fourniture d'un camion avitailleur d'une capacité de 18 000 litres. La fourniture et l'installation de 2 bacs de stockage d'une capacité de 100 mètres cubes chacun. D'un coût de plus de 2,822 milliards, ce projet de l'ANAC accuse un grand retard. À titre d'illustration, le taux d'exécution physique est estimé à 19,68% pour un délai consommé de 76,44%. Parmi les raisons évoquées, le faible taux de paiement estimé à 4,8%. Nous allons prendre les mesures appropriées pour que tout ceci puisse être accéléré, afin que l'entrepreneur puisse être à point contractuellement, que les études et que les contrôleurs aussi puissent continuer à jouer leur rôle afin que le chantier puisse être livré dans les délais.
C'est ce que nous avons constaté comme principale remarque à noter et c'est ce à quoi nous allons nous atteler dès que nous rentrerons à Bamako pour que ce chantier important, stratégique pour la région et pour le pays puisse être soutenu comme il se doit et puisse être achevé à temps. Les travaux sont exécutés par le groupement d'entreprises Builders Diawara Solar et MAC pour un délai de 12 mois. Le chef du gouvernement s'est ensuite rendu à l'Office national des postes de Kayo. Objectif, apprécier la mise en œuvre du projet e-gouvernement et e-poste. Placé sous la tutelle du ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication, ce projet vise à doter à la fois l'administration et la poste de véritables infrastructures modernes de communication. On a la possibilité que la poste puisse établir un réseau électronique qui va faire un véritable maillage du territoire national et permettant à la poste de pouvoir toucher les Maliens partout sur le territoire et donc de pouvoir leur délivrer des services financiers, services de transmission de données et autres. Donc je pense que c'est une belle perspective pour la poste. Mais aussi et surtout, ça préfigure ce que nous avons appelé de nos voeux, c'est-à-dire le gouvernement électronique, que les différents services de l'État, les nombreux services de l'État puissent être interconnectés les uns avec les autres et puissent envoyer des informations, des documents, des images de manière sécurisée et que l'État puisse fonctionner sans véritablement qu'il y ait des dizaines ou des centaines de missions tous les jours à l'intérieur du pays. Le projet e-poste doit permettre l'interconnexion de 98 bureaux de poste, dont 27 en fibre optique et 111 en VSAT. Dans la région de Kayo, 15 bureaux sont concernés par le projet fruit de la coopération entre la Corée du Sud et notre pays. Avant de quitter la capitale des rails, Moussa Mara a rencontré la presse locale. Objectif, échanger avec elle sur l'action gouvernementale et l'actualité nationale. Il faut ajouter que le Premier ministre a bouclé sa visite en première région aujourd'hui. Recenser les préoccupations des travailleurs relevant de son département en vue d'apporter des solutions dans la mesure du possible. C'est l'objectif de la visite du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en 4e région. Au cours des rencontres tenues à Ségou et à San, on a surtout parlé de la synergie des actions en vue de relever les défis. Envoyés spéciaux, Mamoudou Sidibé, Mamadou Sidibé. Les populations accusent et l'État nous interpelle par rapport à un ensemble de questions. Voilà la phrase d'introduction du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en concertation avec les techniciens des différentes structures qui partagent les mêmes orientations. J'ai souhaité une rencontre dans le cadre de cette mission avec les responsables des principaux services intervenant dans le secteur de l'urbanisme, de l'habitat, du foncier et des domaines, toute activité interreliée, dans une perspective qui devrait nous conduire à identifier et à trouver ensemble les éléments d'une approche, d'une démarche synergique permettant à nos différents ministères, à nos différentes institutions et instituts de cheminer efficacement, de manière responsable et conviviale, dans le seul intérêt de la satisfaction des usagers du service public. Aussi bien à Ségou qu'à San, les échanges ont permis au ministre de faire un certain nombre de constats pour dégager des pistes de solutions possibles. Cette rencontre devra nous permettre d'identifier les goulots d'étranglement que vous voyez, que vous identifiez, qui se situent du côté des services régionaux et sub-régionaux de l'urbanisme et de l'habitat. De manière à ce que, ensemble, conjointement, nous puissions identifier également les pistes de solutions ou les éléments de solutions possibles. Concernant les préoccupations de la clientèle des services techniques, Mamadou Diarra a insisté sur les aspects de prévention et de suivi. Sont plusieurs fois évoqués dans les débats les besoins d'information, d'éducation et de sensibilisation concernant les problèmes d'urbanisme et du domaine. Les visites sur le terrain ont concerné les sites réservés au programme de construction de logements. À Ségou, le quartier de Bougouna a retenu l'attention du ministre. Une partie de ces quartiers spontanés est sous la menace de la ligne haute tension et le recasement tant promis tarde à être réalisé.
Ouverture à Tombouctou des concertations des communautés de la cité des 333 saints pour la paix, dénommé collectif Une voix pour Tombouctou al-Bilali Soudan. Une situation des différentes communautés à la base, plus de 500 délégués dont les représentants de camps de réfugiés prennent part aux travaux. Objectif, construire ensemble le mur de la paix. Moussa Aïmaïga, compte rendu. Pour la construction de la paix, par Tombouctou et pour Tombouctou, voilà les communautés de la ville. Jusqu'aux leurs réfugiés venus des pays voisins et mobilisés tous ensemble dans leur diversité au nom de l'initiative par elle prise et dénommée Une voix pour Tombouctou. Dans une salle Ahmed Baba des grands jours où s'exprime et largement la richesse de Tombouctou dans toute sa diversité. Minute de silence aux victimes du conflit. Prière fervente adressée à Dieu par les érudits de Tombouctou. Reconnaissance à l'aménagement, aux forces armées maliennes et à Serval. Discours des autorités à tous les niveaux. Voici les temps forts qui ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Une voix pour Tombouctou, plateforme de toutes les communautés, se veut comme un acteur déterminé dans la gestion, la prévention et la transformation des conflits à la base. Cette lutte fratricide ne peut plus et ne doit plus prospérer. Aujourd'hui, nous crions et nous disons stop. Nous nous sommes battus les uns contre les autres. Admettons que c'est du passé. Aujourd'hui, nous voulons construire la paix. Nous voulons que la paix s'instaure partout en ville comme en brousse. Que la fraternité, le fil incassable comme la foi qui nous unit, qu'elle nous lie et nous recoue ensemble comme il y a si longtemps. Nous voulons que les énergies créatrices de nos populations débordent et s'épanouissent, que nos champs fleurissent et que nos populations débordent et s'épanouissent. Toutes les communautés de Tombouctou ici présentes. Et de voir que les représentants des camps de réfugiés sont là aussi me permet de savoir que notre pays retrouvera sa cohésion sociale. L'unité nationale, la cohésion sociale, le vivre ensemble seront préservés si nous en prenons conscience et si nous nous investissons tous dans l'œuvre de la construction de la nation. L'avenir ne saurait durablement se construire sur des faux semblants, sur du mensonge. Nous avons tous intérêt à ce que prévalent les valeurs cardinales de la nation malienne qui ont fait de notre pays le berceau de grands empires dans la sous-région. Je vous exhorte encore une fois à privilégier la vérité, la sincérité, car c'est sur ces bases que l'on peut construire la confiance entamée entre les communautés. Le collectif Une voix pour Tombouctou est une initiative des communautés locales de la ville. La MINUSMA est ici pour les Maliens, pour la paix au Mali. Le simple fait d'avoir une salle remplie de personnes venant de toutes les communautés ou avec une partie importante de femmes aussi démontre de l'intérêt des diverses communautés à cette initiative. Nous accompagnons l'ensemble des Maliens dans ce processus. Pour les Tombouctiens, pour aller à la paix, il faut d'abord purifier les cœurs par la foi, mais aussi par la musique, car le socle des liens fraternels reste d'abord le pardon. Dans le même registre, les femmes leaders du Mali s'engagent à soutenir les initiatives de paix en cours du gouvernement dans le cadre des pourparlers de paix d'Alger avec les groupes armés et demandent une grande implication du genre dans le processus. C'est le message délivré lors de la rencontre des femmes avec le ministre de la Réconciliation. Nous retrouvons le compte-rendu de Moussa Henri Maïga. Nous sommes dit que nous ne devons pas être en marge du processus. Et pour contribuer, faudrait-il qu'on maîtrise tous les aspects, tous les contours de ces négociations. Ça nous a permis donc de comprendre avec des experts les accords de Ouagadougou, les accords d'Alger, la plateforme, la feuille de route du gouvernement, les différentes déclarations des groupes armés, etc. Et nous sommes sortis avec cette plateforme parce que nous avons dit il ne suffit pas seulement de nous approprier de ces instruments, mais aussi de voir quel rôle et quelle place nous pouvons prendre dans ce processus. Et quand on s'est rendu compte qu'il y avait les pourparlers d'Alger, nous avons demandé
qui étaient représentés dans ces pourparlers. On s'est rendu compte que la représentation féminine était trop faible. Parce qu'on nous a dit qu'il n'y avait que 3 femmes. Nous avons dit, ce n'est pas parce que nous contestons ces femmes, mais nous voulons quand même prendre plus de place dans ce processus. Parce que nous avons foi à ce qui se passe et nous pensons y jouer notre partition. Malheureusement, nous n'avons pas été à Alger, mais nous avons salué, Monsieur le ministre, vraiment les résultats d'Alger. Et nous nous engageons vraiment à vous accompagner dans la mise en œuvre de cette feuille de route et aider vraiment pour que toutes les parties aujourd'hui prenantes de cette feuille de route puissent accepter d'aller autour de la table, de discuter pour qu'on ait à une paix définitive au Mali. Autour de cette table, toutes les femmes leaders du Mali, de Kay à Kidal, en passant par la diaspora en France, associées qu'elles sont au nom de la nation, pour apporter dans l'union et l'unité leur part au retour de la paix au Mali. Face aux doléances des femmes, notamment leur sous-représentativité à Alger, l'assurance du ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, au nom du président de la République. Et je peux vous dire que le président a instruit tous les membres du gouvernement qu'il tient beaucoup à la participation des femmes dans toutes les activités de la nation. Et parmi ces activités aujourd'hui, tout le monde sait que le processus de paix est quand même la priorité de tous les Mali et la réconciliation nationale. Donc soyez rassurés, mesdames, que votre participation, elle est plus que souhaitée et que le gouvernement en fait une priorité. L'idéal aurait été d'amener toute l'expertise que vous avez. Et puisque le processus se déroule en 3 étapes, moi je pense que vous pourrez désigner une première équipe de 4 femmes qui va à la phase 1 et la deuxième phase, vous en désignez 4 autres et la phase 3 aussi 4. Comme ça, ça vous permet peut-être d'avoir un large spectre de participation. Et deuxièmement, à chaque fois, après chacune des étapes, ces 4 femmes donnent les messages aux autres. Et au moment maintenant où nous allons commencer la sensibilisation pour l'accord de paix, en ce moment nous sommes au Mali et on pourra utiliser l'ensemble du potentiel dans les délégations qu'on va envoyer dans toutes les régions du Mali et dans les camps de réfugiés. Au cours de cette rencontre, à laquelle on prépare les communicateurs traditionnels, il a été essentiellement question de paix et surtout de l'implication des femmes au processus de paix. Une paix pour laquelle, au-delà de leur sous-représentativité à Alger déplorée, elles n'ont pas manqué d'attirer l'attention du ministre sur l'effort par elle fourni pour parler d'Alger en s'adressant directement par des messages SMS aux leaders des groupes armés, brisant ainsi le mur d'incompréhension entre eux et les membres du gouvernement durant les premiers jours des pourparlers. Une stratégie à l'arrivée payante. Au-delà des satisfactions et des reconnaissances, c'est des engagements nouveaux qui sont plus loin du processus à venir. Ça nous a fait beaucoup plaisir parce que nous, là-bas, on était au courant de rien. Tout s'est passé. Après ça, les gens du diaspora étaient même un peu frustrés de ne pas être au courant de ce qui se passe ici. Voyant tout ce qu'on a fait là-bas pour la paix et nous voir qu'on n'est pas au courant des événements d'ici, on était frustrés, mais avec les rencontres là, on sera le porte-parole à dire ce qu'il y a ici et aujourd'hui et dans l'avenir. Nous sommes convaincus que ça va bien se passer et c'est tout ce qu'il a dit. Il a parlé de la place de la femme surtout et des jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, qui n'est pas à négliger. Donc nous, on est convaincus que ça va se passer à merveille. Voilà, quand la femme s'engage. Nous restons d'ailleurs avec les femmes. Fin des travaux de la 2e session de l'Académie des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Les participantes ont mis à profit cette rencontre pour s'auto-évaluer et échanger sur les stratégies à développer pour une meilleure représentativité des femmes aux élections locales. Agagissa nous en parle.
Le cercle du leadership féminin s'agrandit avec des jeunes femmes leaders des partis politiques et activistes des organisations de la société civile. Plus d'une vingtaine de jeunes filles sont formées à travers cette deuxième session de l'Académie du leadership féminin. On nous a appris à faire un bon plaidoyer. On nous a appris la communication. On nous a appris la négociation. On nous a appris le leadership. Nous avons mis en place un réseau qui se nomme le réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Cette session de l'Académie des jeunes femmes leaders contribue à la promotion de la femme et à l'épanouissement des jeunes. Les thèmes abordés pendant cette deuxième session sont en cohérence avec deux préoccupations majeures du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, à savoir les enjeux et les stratégies pour une plus grande représentativité des femmes dans les processus de dialogue, paix et réconciliation. Le deuxième défi concerne les enjeux et les stratégies pour une plus grande participation des femmes aux prochaines élections communales. Dans le cadre de l'élaboration en cours de la politique de construction citoyenne, mon département accordera une place de choix à l'accompagnement des jeunes femmes leaders pour une plus grande participation aux affaires publiques. À travers des sketchs, les participantes ont passé plusieurs messages dénonçant les conflits et la marginalisation des femmes dans les associations politiques. Cette formation des jeunes femmes leaders, deuxième du genre, est organisée par l'Institut national démocratique NDI. Elle a duré 5 jours. Orpaillage suite aux incidents survenus à Kobada le 3 juillet dernier, la commission d'enquête parlementaire était à Kangaba. Sur place, la mission a échangé avec les différents acteurs pour recueillir les informations pouvant faire avancer les enquêtes. Reportage Cheikh Oumar Sangari. Lors de leur premier passage dans les villages directement concernés par les incidents, les membres de la commission d'enquête parlementaire avaient procédé à la constatation des dégâts et joué à l'apaisement. Il s'agit, à travers cette deuxième mission, d'écouter tous les acteurs impliqués afin de faire la lumière sur cette affaire. Cette fois-ci, le contexte, c'est venir écouter tous ceux qui sont impliqués dans ce problème, dans ce litige. Recueillir les informations à la base auprès des orpailleurs, les victimes, les chefs de village, les tomblements, aussi bien l'administration locale, le préfet, le commandant de brigade, les maires, le président du conseil de Sète. En toile de fond du problème, les activités d'orpaillage sur les périmètres des sociétés AGG et MMC, les raquettes des forces de l'ordre dans la zone et l'application de l'arrêté interministériel interdisant les activités d'orpaillage en période hivernale. Concernant ces derniers points, autorités et populations n'y avoir été informées officiellement. Qu'à cela ne tienne, les élus de la nation invitent au respect de la décision gouvernementale. Nous avons demandé à la population que force reste à la loi, de respecter, de rester derrière la loi, de respecter l'idée de l'arrêté interministériel. Nous avons expliqué que notre mission n'est pas de venir les pousser à aller faire les travaux d'orpaillage. Donc nous avons demandé de respecter l'idée de l'arrêté interministériel et en tout cas ils nous ont promis et sont d'accord les travaux à partir de la première mission, les travaux sur le site sont arrêtés. Après ces étapes, la commission doit soumettre un rapport à l'appréciation du bureau de l'Assemblée nationale. À Mopti, une mission de suivi-évaluation du commissariat à la sécurité alimentaire vient de sillonner certaines communes des cercles de Douanza et Bandiagara, bénéficiaires de l'assistance alimentaire et nutritionnelle mise en œuvre par l'État malien et ses partenaires suite à l'évaluation finale de la campagne agricole 2013-2014. Objectif, apprécier le déroulement des opérations de distribution. Reportage Yacouba Maïga. Ce sont les cercles de Ténenkou, Yuaru, Douanza et Bandiagara, identifiés comme étant les zones les plus vulnérables de la région de Mopti, qui ont été les heureux bénéficiaires des distributions alimentaires gratuites à hauteur de 7 828 tonnes de vivres de la part de l'État malien sur initiative personnelle du président de la République à travers le commissariat à la sécurité alimentaire.
À cela s'ajoutent 13 000 autres tonnes de la part du programme alimentaire mondial et une quantité importante du comité international de la Croix-Rouge. L'opération a concerné 347 679 personnes. À travers les instructions du président de la République, donc le commissariat à la sécurité alimentaire à l'entame de la soudure a bien voulu mettre en place un plan de ravitaillement de l'ensemble des populations vulnérables du Mali. Quelque chose qui est positif que nous avons constaté à travers notre mission, c'est qu'il y a eu un partage interne. Malgré que ces pauvres et très pauvres ont été ciblés, ils ont bien voulu, avec la quantité qu'ils ont reçue, partager avec d'autres qui n'étaient pas ciblés par l'opération. De Douanza à Bandiagara, en passant par les communes de Dangolbore, Pelou et Barassara, les retombées de ces interventions sont palpables et les bénéficiaires se disent véritablement satisfaits. Nul n'était ces dons. Vraiment, la quiétude, la paix, la tranquillité de nos paisibles populations étaient menacées. Au nom de tous les bénéficiaires, nous réitérons toujours nos vœux de remerciement. Aux distributions alimentaires générales s'ajoutent des activités de résilience menées par l'État et ses partenaires auprès des populations vulnérables. Activité politique à présent en deuxième région, la famille du Rassemblement pour le Mali RPM s'agrandit. Deux mouvements de Koulikoroba et de Koulikoro-Gare ont adhéré hier au parti du Tisserand, compte rendu Brahima Kone. Le président de l'Assemblée nationale du Mali, accompagné des ministres et des élus, était venu accomplir une mission à Koulikoro, celle du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali RPM, qui consiste à prodiguer aux nouveaux adhérents des idéaux essentiellement axés sur le développement harmonieux du Mali et la cohésion sociale. Nous tenons au bonheur de tout le monde. Nous voulons que tout le monde soit heureux, cela va de soi, mais beaucoup de sécurité. Nous voulons également que les Maliens puissent ensemble s'entendre et aller, si vous voulez, dans la même voie. Cela n'exclut pas les différences de point de vue sur la manière de réaliser justement cette société. Mais nous, notre créneau, c'est justement de travailler dans le sens de faire avancer le pays dans la paix. Ces idéaux constituent une source de motivation pour les nouveaux adhérents qui décident de joindre leurs forces à celles du RPM pour bâtir un Mali où il fera bon vivre. Il est temps de réaffirmer notre force de caractère, de construire une nouvelle histoire de notre commune en choisissant l'espoir, l'unité plutôt que la division et la discorde, et en proclamant la fin des rancunes mesquines, des récriminations dont la seule vertu est d'inhiber notre volonté d'aller de l'avant. C'est une vision qui est largement réfléchie. Nous avons lu les textes fondamentaux du parti, ainsi que son programme. Et c'est pour cette raison que nous avons fait une adhésion collective pour servir le parti, rien que le parti. Ces nouveaux adhérents, ce sont des jeunes de Koulikoro qui ont compris avec le temps et avec tout ce que nous avons pu ensemble réaliser, ou en tout cas cheminer. On a cheminé beaucoup ensemble. Aujourd'hui, ils en sont arrivés à la conclusion qu'ils peuvent maintenant venir vers notre parti, et cela est dû simplement à la manière dont les choses se sont passées jusqu'à présent après l'élection du président de la République. Une autre invite, c'est celle du secrétaire général de la section RPM de Koulikoro à l'endroit des nouveaux adhérents pour le respect des textes fondamentaux du parti. Mamadou Famanta a aussi encouragé les militants à mieux se préparer pour les élections communales à venir. Le président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une délégation de parlementaires, a quitté Bamako ce dimanche pour l'Afrique du Sud, où il prendra part du 13 au 14 août à la conférence des présidents de Parlement et Sénat africains. Organisée par le Parlement panafricain, la conférence annuelle des présidents des parlements a pour objectif d'offrir une plateforme de dialogue et de collaboration entre le PAP et les parlements membres de l'Union africaine. La conférence 2014 des présidents de Parlement et Sénat africains a pour thème 10 ans d'existence du Parlement panafricain, réflexion sur son rôle. La conférence sera précédée par une rencontre des secrétaires généraux des parlements. Signature de convention de financement entre l'Association malienne pour la promotion de la jeune fille et l'ambassade de Chine au Mali. Coût de l'opération 10 millions de francs CFA. Compte rendu Abdul Karim Kaba.
Séduit par le travail et l'initiative entrepreneuriale des associations maliennes pour la promotion de la jeune fille, l'ambassadeur de la Chine au Mali a augmenté son aide à 10 au lieu de 8 millions comme annoncé. En effet, ce n'est pas la première donation de l'ambassade chinoise au centre de football for Hope à Bagneda. Le sport ici, c'est le soubassement, c'est le tronc, mais qui donne beaucoup de branches. À travers le sport aujourd'hui, vous voyez ici l'agriculture. Vous avez toutes sortes d'activités aujourd'hui qui sont développées, mais avec comme soubassement, effectivement, ce concept sport pour la paix et pour le développement. Et les jeunes filles et les femmes, il faut lui donner les moyens pour améliorer le niveau de vie. Je pense que surtout les femmes, alors ils jouent un rôle très important dans la famille et dans la société aussi. Et j'espère qu'ici, dans le village, et les jeunes filles et les femmes qui peuvent bien être formées et pour travailler la terre. La remise a concerné la première tranche 4 millions. L'utilisation judicieuse de ce fonds ne souffre d'aucune ambiguïté, rassure la présidente de l'association malienne pour la promotion de la jeune fille. Inch'Allah, nous avons donné rendez-vous au ministre et aux partenaires pour venir faire le premier suivi à 3 mois. Vous verrez que cet argent serait judicieusement utilisé. Le représentant du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a aussi promis 1 million. La cérémonie a été meublée par une visite guidée des lieux. En voyant la verdure, en bon Sikassois, Ousenamion Guindo a donné quelques coups de daba. Le directeur de la compagnie artistique Koteba d'Abidjan nous a quittés il y a de cela 10 jours. Il s'agit de Souleymane Koli. Ce matin, hommage lui a été rendu ici à Bamako par le centre Amadou Ampateba. 40 ans de Koteba, Souleymane Koli est resté l'un des symboles les plus représentatifs d'une intégration culturelle réussie. Alpha Maïga, compte rendu. Émotion, des larmes aux yeux. Voici comment la direction du centre Amadou Ampateba du Mali a rendu hommage à cet homme, Souleymane Koli, le fondateur de l'ensemble artistique Koteba d'Abidjan. Véritable patrimoine culturel qu'il partage entre sa terre natale, la Guinée, et son pays adoptif, la Côte d'Ivoire. Dramaturge, metteur en scène, producteur, réalisateur, chorégraphe, musicien et scénariste, l'homme à qui hommage est ainsi rendu nous a quittés le 1er août dernier. Il a créé ici Tama, 1001 femmes debout. Koli s'est investi à fond dans la création et la communication en vue de rendre compte des réalités de l'Afrique profonde. C'est le pays profond qui l'intéressait. Je perds un ami, un frère. Plusieurs témoignages s'en ont suivi, mais on retiendra que Souleymane Koli reste l'héritier de la tradition malienne du Koteba. Koteba, théâtre de voix, Koteba, théâtre aussi du corps. Ce n'est pas tout. Souvenez-vous de Layi Kabako. Rappelez-vous Adama champion. Parce que notre fils Adama est devenu champion. 40 ans de compagnie théâtrale Koteba, ce lieu de rencontre, d'échange. Une compagnie qui met l'accent sur la formation avec la création comme dynamique du groupe. En tout cas, plus que jamais, Souleymane Koli est resté l'un des symboles les plus représentatifs d'une intégration culturelle réussie. Le Koteba, Souleymane Koli, né en Guinée, inspiré par le Mali et adopté par la Côte d'Ivoire, d'Orzamper Koli. Les artistes et autres acteurs culturels du Mali ont organisé hier un concert au Palais de la Culture Amadou Ampateba, une soirée gratuite pour remercier le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son gouvernement pour avoir signé le décret portant modalités de perception et de réparation du droit d'auteur et des droits voisins. Compte rendu, Modibo Soirée. Ce concert baptisé Nuit de la culture et de la reconnaissance est une initiative de l'Union des associations des artistes, des producteurs et des éditeurs du Mali, UAPREM.
Ce joli monde de la culture dans sa diversité à travers ce spectacle remercie le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour la signature du décret portant modalité et réparation des droits d'auteur et des droits voisins. En somme, cet acte conforte davantage les artistes du Mali dans l'exercice de leur art. C'est un décret pour défendre les droits des artistes. Désormais, les droits des artistes et les droits voisins seront sécurisés au Mali. Voilà pourquoi nous avons décidé de remercier le gouvernement pour le décret signé en Conseil des ministres. Nous allons organiser le même concert à Paris, parce qu'on a mis en place le bureau de l'Après de Paris et on va organiser le même concert à Ségou. Pour saluer ces gestes du président Ibeka, une pléiade d'artistes de notre pays avait répondu spontanément présent à l'appel de l'UAPREM. De Bako Dagno à Milmo en passant par Oumou Dede Damba, Djeneba Sek, Sali Sidibe, Mariam Bagayoko, Abdoulaye Diabati, Koumba Sirakoïta et bien d'autres. Ces artistes étaient heureux ce samedi soir de voir enfin la réalisation d'un vœu commun à travers cette signature protégeant leurs œuvres. En clair, elle est l'aboutissement d'un long combat de plusieurs années. Le décret ne concerne pas seulement les artistes, il s'agit d'un décret qui concerne l'ensemble des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques et des ayants droit de ces œuvres. Les artistes ont mis à profit ce concert inédit pour remettre une lettre de remerciement au secrétaire général du ministère de la Culture pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous remercions les artistes pour leur participation aux différentes étapes de l'adoption du décret. Ils ont participé à toutes les concertations. À chaque fois qu'on les appelle, ils sont présents. À travers ces concerts, l'UAPREM salue ainsi un acte fort des autorités de notre pays. Un acte qui encourage du coup les créations artistiques et culturelles des artistes du Mali, toutes tendances confondues. D'aujourd'hui s'intéresse à une forme d'art en pleine évolution dans notre pays, précisément au style du créateur Abdoulaye Konaté, qui utilise essentiellement des tissus pour s'exprimer. Cette technique qu'il appelle l'art textile est une innovation qu'il expose à travers le monde. Il a reçu la visite de nos reporters Makan Diakité et Cheikh Oumar Sangaré. Voici le dossier de la rédaction. Les arts plastiques sont une composante des arts visuels. Leur présence dans notre société ne date pas d'aujourd'hui. Cela à travers les peintures rituelles et les masques. Aujourd'hui, ces formes d'expression artistique et culturelle sont en plein essor au Mali. Au niveau des plasticiens, c'est beaucoup plus aujourd'hui des gens qui s'occupent non seulement de la peinture, mais ils s'occupent aussi de la photo, des installations, la vidéo, les performances. Donc c'est un concept qui a beaucoup évolué. Abdoulaye Konaté fait partie des innovateurs de ce secteur de l'art. C'est un artiste sorti de la Havane en 1985. C'est là après l'Institut national des arts de Bamako, INA. Aujourd'hui, il fait de l'art textile, un art qui utilise des tissus d'usine, d'animaux ou les fibres synthétiques pour construire des objets pratiques ou décoratifs. Konaté utilise le tissu basé et celui à base du coton appelé dalifini pour la conception de ses œuvres. Voilà, on essaie d'imiter la partie dorsale d'un reptile, Je m'inspire de la peinture traditionnelle. J'ai jugé nécessaire de travailler avec des matériaux locaux qu'on trouve au Mali, et notamment le textile. Donc, toute ma forme d'expression aujourd'hui, après, bien sûr, les étapes d'aquarelle, d'acrylique, de peinture à l'huile, d'installation. Aujourd'hui, je travaille essentiellement le textile. Pour l'artiste, le choix du textile comme matériel pour ses créations s'explique par un certain nombre d'avantages. Le support est différent et je peux avoir de très grandes tailles qui me sera très difficile d'avoir en peinture et de faire voyager ça. La deuxième différence, c'est que le concept du textile est pour moi ancré dans notre civilisation et je l'utilise comme couleur et les formes sont dessinées en même temps que la peinture à l'huile. Abdoulaye Konaté est un habitué des grandes rencontres des arts. Ainsi, il a obtenu plusieurs prix et expose fréquemment sur plusieurs thèmes dans des grandes galeries à travers le monde. Mes thèmes sont
surtout orienté sur deux grandes lignes. La première ligne, c'est un travail esthétique de couleur. Et la deuxième grande ligne, c'est sur des thèmes au niveau social. Qui parle un peu plus de la souffrance humaine, notamment sur les guerres, sur les problèmes des fanatiques religieux. Ici, au fond, quand vous avez la toile que vous avez, c'est sur le fanatisme religieux. Le titre, c'est « Non à la charia à Tombouctou ». L'inspiration d'Abdoulaye Konaté est influencée par les différentes nuances de la couleur bleue. J'ai eu beaucoup d'attirance sur le bleu. Le premier travail, c'était intitulé « Symphonie bleue ». Donc, qui s'inspirait de la gamme de bleu qu'utilisent les Maliens en général, c'est-à-dire le bleu au nord du Mali qu'on appelle bleu Touareg jusqu'au blanc qu'on trouve. Et ce bleu-là, on le trouve aussi à Caille, on le trouve chez les Bozo. Donc, c'est toute cette gamme de bleu que j'ai essayé d'analyser. Les expositions d'œuvres d'art plastique ne suscitent pas autant d'intérêt auprès du public comme les concerts de musique ou autres spectacles vivants. Cependant, l'espoir est permis pour le secteur. Et dans les années 70, quand on exposait, tu trouvais peut-être le public qui venait à l'exposition, tu peux trouver 99% sont des expatriés et peut-être 1% seulement des nationaux. Et aujourd'hui, tu fais une exposition, tu as au minimum 70%, ou je dirais un peu plus, qui est formé d'un public local. Il y a un intérêt pour l'art. L'artiste Konaté est chevalier de l'Ordre national du Mali depuis 2002, officier de l'Ordre national depuis 2009 et chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française. Il est aussi le directeur général de la plus grande école d'art du Mali, le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté. Il vient d'exposer à Dakar, expose présentement au Vietnam et exposera en octobre prochain à Londres. Quand le textile vous parle et quand le ballon rond vous parle, sport, football, championnat national de Ligue 1, 2 rencontres ont été jouées hier au compte de la 26e journée au stade Omnisport Modibo Keïta. L'USFAS s'est imposé 1-0 devant la lanterne rouge d'Al-Elouidj Daguel-Ok. Le Djoliba AC, après 3 matchs, tous ponctués par des défaites, a fait match nul, 0 but partout face à l'ASB. Le compte rendu des 2 matchs, c'est avec Ali Djoumatina. Soulagement pour Youssouf Maïga qui a fait mieux qu'une défaite lors de son 10e match sur le banc des Rouges de Bamako. Pour cette rencontre de la 26e journée, le Djoliba Athletic Club, en perte de vitesse cette saison, a partagé les points avec l'association sportive de Bamako, habillée ici en vert. 0 but partout à l'issue des 90 minutes. La partie terne en occasion des buts a permis aux deux gardiens Adaman Keita du Djoliba AC et Souri Traoré de l'équipe de Grand Tibou Nerekro de passer une soirée tranquille. Aucune action notoire n'a été enregistrée. Un nul qui satisfait apparemment les 2 formations. Je tiens à remercier vraiment les jeunes parce qu'ils ont vraiment joué, ils ont vraiment donné le maximum d'eux-mêmes. Vraiment le Djoliba, c'est pas une petite équipe. Elle est vraiment une équipe vraiment très forte vraiment physiquement. Aujourd'hui, nous avons joué contre une équipe de l'ASB vraiment qui est très bien en place. Une équipe de l'ASV vraiment qui a une certaine aisance technique qui nous ont posé beaucoup de problèmes à l'entente du jeu. Parce que lorsqu'on a commencé la partie, on voulait vite terminer. 5e au classement avec 44 points, le Djoliba AC s'éloigne de plus en plus du podium. AS Elouidj Daguel-Ok en jaune, USFAS était la 2e affiche de la soirée. Si pour la formation de Kidal, une victoire était impérative pour rêver encore du maintien, les militaires, quant à eux, pouvaient assurer définitivement leur maintien en cas de succès. L'USFAS, au relais de sa victoire de la 25e journée 3-0 devant le Djoliba AC, va mettre du temps avant de se défaire de l'équipe d'Elouidj, qui concède l'unique but de la rencontre à la 50e minute. Chekna Diakité bénéficie d'une remise à la suite d'un corner et trompe de la tête Bouakar Doumbia. 1-0, score final pour l'USFAS. Ça a été un match difficile, mais l'essentiel est fait, c'est-à-dire avoir les 3 points pour essayer de s'assurer pour le maintien. On est déçus de cette défaite. Notre chance est très minime. On souhaite que les équipes qui sont devant nous perdent pour qu'on puisse venir. Sinon, notre chance est finie. À 4 journées de la fin du championnat,
AS Louis est presque relégué en division inférieure. Football, toujours au 5e journée de la Coupe de la Confédération, la SEC d'Abidjan et la l'AS Real ont fait match nul, 0 but partout cet après-midi à Abidjan. C'est ce que nous signale Khalifa Nama Traoré. Autre discipline, l'Égypte a remporté cet après-midi l'afro-basket masculin des moins de 18 ans après sa victoire 80-69 face à la Tunisie. Le Mali termine à la 3e place, succès dans le match du classement 75-65 devant l'Angola. C'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 10h-13h, vous avez rendez-vous avec Kaji Yatou Kone et pour les éditions du soir, Awoy Touré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.